Oui, bonjour, François Corbiot, je suis journaliste à la RTBF. Je prépare un dossier en fait pour le magazine d'investigation sur les exportations d'armes en région wallonne et je voulais en discuter avec vous et voir si on pouvait fixer un moment pour une interview. Quand on lance une enquête sur le commerce d'armes, on s'attend à ce que les portes ne s'ouvrent pas facilement. Ceux qui travaillent dans ce secteur aiment la discrétion, voire le secret. Vous êtes la FNR-Stahl, la région wallonne est actionnaire à 100% et donc voilà, donc j'aurais voulu quand même pouvoir en discuter avec vous et avoir aussi des réponses à nos questions. Depuis 2022, début de la guerre en Ukraine, tous les spécialistes disent que les ventes d'armes explosent dans le monde. Par rapport notamment aux licences d'exportation d'armes, en quoi est-ce que ça représente une difficulté pour les entreprises? Qui vend à qui? Les clients auxquels la Wallonie vend des armes respectent-ils les droits humains? Les questions sont là, les réponses, c'est moins évident. Vous avez intensifié vos activités avec l'Arabie Saoudite alors que depuis 2020, les licences sont suspendues vers ce pays. Vous ne souhaitez pas réagir? En tout cas, le gouvernement wallon s'engage à lever les... On insiste. Et on insiste encore en essayant de mettre le pied dans la porte. Oui. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réponse rapidement? Parce que je vous avoue que je vous avais déjà... Ouais. Mais face à ces refus, on a décidé de changer de méthode. Direction Paris et Euronaval, l'un des plus gros salons de la défense de l'année. Cette grand-messe de l'armement, c'est comme un salon de l'auto. Sauf qu'à la place des voitures, on y vend des avions, des hélicoptères et même des sous-marins. Au hasard des allées, on y trouve des roquettes de tous les calibres. Un peu plus loin, une panoplie d'obus et bien sûr, des mitrailleuses. De nombreuses entreprises wallonnes sont là. Ici, par exemple, c'est le stand de la plus célèbre de toutes, la FNR-Stahl. Bonjour, je travaille pour le magazine d'investigation à la RTBF. Oui. Okay. On a fait des demandes d'interview qui ont été refusées. Et ma question, c'était, je vais profiter de l'occasion ici pour savoir pourquoi est-ce que nos questions et nos demandes d'interview sont refusées. Je ne sais pas, parce qu'en fait, toute notre communication est gérée par 2-3 personnes. Ouais. Et on n'a aucune autorisation de communiquer à la presse, en fait, sans l'aval de ces personnes, tout simplement. Il n'y a personne ici qui travaille de la com qui peut répondre, ou quelqu'un responsable qui peut répondre à nos questions? Il a appelé voilà. Rien n'y fait. Ce sera un non définitif. Si on veut des réponses, on va devoir s'y prendre autrement. En 5 ans, la Wallonie a vendu des armes pour près de 7 milliards d'euros, ce qui en fait un fleuron de son économie. Fusils d'assaut, tourelles de chars, munitions sont vendues par milliers, des marchandises loin d'être comme toutes les autres. Je rappelle quand même qu'on ne vend pas des pralines, on vend des armes, et des armes par définition ça tue. Afghanistan, Yémen, Kosovo. On retrouve des armes wallonnes au cœur des principaux conflits qui ont ensanglanté le monde ces dernières années, y compris les plus récents, les plus polémiques. Si ces équipements sont utilisés par exemple en Israël, comme c'est le cas aujourd'hui, la région wallonne a la responsabilité de surveiller ce qui est fait avec ces équipements. Et pourtant, les autorités wallonnes affirment prendre toutes leurs précautions pour que ces armes ne tombent pas en de mauvaises mains. Ça permet tout de même un contrôle démocratique et une certaine transparence dans la mesure où on sait ce qui a été fait, on ne le cache pas. Nous tenterons de vérifier si ces contrôles sont suffisants et notre enquête débouchera sur des constats très interpellants. Les violations des droits humains commises par les militaires saoudiens sont toujours là. Vous verrez également que les autorités wallonnes cherchent un équilibre délicat entre économie et droits humains. Près de 10 000 Wallons travaillent dans l'industrie de l'armement. On met trop de contraintes à notre écosystème et à nos entreprises, et donc c'est une concurrence tout à fait déloyale. Investigation vous plonge au cœur des ventes d'armes wallonnes, un business où l'éthique se heurte souvent aux contraintes économiques. Pour faire face à ces portes qui claquent et à ces refus d'interview, il va falloir avoir recours à d'autres moyens. Pour la première fois à la RTBF, nous allons réunir une équipe internationale de spécialistes. Leurs compétences sont multiples, certains sont des experts du marché de l'armement, d'autres sont des pros de l'informatique. Ils ont l'habitude de fouiller dans les tréfonds du net et des réseaux sociaux. Tous sont spécialistes de ce qu'on appelle dans notre jargon l'OSINT.
Closing, c'est l'exploitation des sources disponibles ouvertement. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être du matériel sur les réseaux sociaux, des images satellites, ça peut être des registres de dépôt légaux, même de la communication officielle. Donc le principe, c'est vraiment de pouvoir croiser l'ensemble de ces sources. On ne doit pas se contenter d'une simple vidéo qu'on a trouvée à un endroit, il faut se dire qu'elle a peut-être été en fait repostée d'un autre compte. C'est un travail de journaliste classique, mais c'est aussi un travail d'enquête en usine qui est important pour ne pas se laisser tromper par la première chose qu'on trouve et tomber dans des biais de confirmation. Il faut avoir la preuve ultime. Ces experts vont nous aider à trouver des informations sur l'armement wallon que tout le monde refuse de nous donner. Merci d'avoir accepté de travailler avec nous sur ce projet. Comme vous le savez, nous allons utiliser les techniques de l'OSINT pour tenter de trouver plus d'informations sur les exportations d'armes. Chacun des participants à cet atelier a des compétences bien spécifiques. Je suis enquêteur en open source. Je suis spécialisé dans l'analyse, l'identification et le suivi des armements, des pièces d'armes et des véhicules. J'ai travaillé plus de 25 ans comme journaliste économique et journaliste d'investigation. J'ai enseigné l'investigation et l'OSINT et je travaille sur les chaînes d'approvisionnement des usines militaires russes. En appliquant leurs techniques, nous allons apprendre à regarder autrement ce qu'on utilise tous les jours, Internet et les réseaux sociaux, avec un objectif: découvrir qui achète des armes wallonnes et qui les utilise. Les conflits peuvent sembler très éloignés, loin des regards, mais aujourd'hui ils sont devenus très visibles. Nos recherches permettent de comprendre les conséquences de ces exportations. Elles apportent une forme de critique ou de contrôle de ce matériel. C'est une façon de s'assurer que les lois sur le contrôle des exportations d'armes ne sont pas juste une belle théorie. Dans ce dossier, notre point de départ, c'est le rapport de la région wallonne sur les exportations d'armes. Il donne la liste et les quantités d'armes vendues, et surtout les pays où elles sont envoyées. L'un d'eux va particulièrement attirer notre attention: l'Afghanistan. Nous allons enquêter sur un possible lien entre des armes wallonnes et une attaque meurtrière dans la province de Kunduz, en avril 2018. Ces images ont été tournées dans l'hôpital de la ville. On y soigne des dizaines d'enfants blessés, évacués d'une école coranique. Elle a été mitraillée par des hélicoptères de l'armée afghane. Les militaires visaient des talibans qui étaient à l'intérieur du bâtiment. Tous ceux qui ont été tués étaient des enfants et civils ont été visés. Le bilan est lourd. 10 talibans sont éliminés, mais 36 villageois, dont 30 enfants, sont tués. Une centaine de personnes sont blessées. Comme on peut le voir sur ces images d'archives, la puissance de ces armes est impressionnante. Une capacité de destruction qui pose question selon Yannick Keo, spécialiste des ventes d'armes et de leur utilisation dans le monde. L'usage qui en est fait dans les bavures qui ont été signalées, il est quand même assez calamiteux, puisque utiliser ce type d'équipement, ce type de mitrailleuse pour essayer de neutraliser 10 chefs talibans qui se trouvent au milieu de la population civile, c'est à peu près essayer d'interpeller 3 casseurs dans une manifestation en tirant à la mitrailleuse dans la foule. Donc en fait, il y a vraiment un usage complètement disproportionné de ce type d'équipement qui n'était absolument pas fait pour le type d'opération dans lequel il a été utilisé. Nous partons du seul point incontestable, les hélicoptères afghans. On les voit sur ces images tournées par l'agence de presse afghane. Elles vont se révéler importantes à 2 reprises dans notre enquête. Elles vont d'abord nous permettre de relever le numéro de matricule des hélicoptères. Ce numéro va nous aider à faire le lien avec la Wallonie. On va retrouver leurs traces sur le site web d'une société d'armement aux États-Unis. C'est elle qui a équipé les hélicoptères de mitrailleuses. On a trouvé les fameux hélicoptères de la même série que
que ce que nous pouvons voir sur la communication de la FN. Ouais, c'est ça, hôtel 218. Et là, c'est quoi, c'est 217 et un peu plus loin, dans le reportage, on en a d'autres. Il y a 222. Ouais, c'est ça. Ça correspond en fait, en tout point à l'image qu'on a sur le site de la FN America. FN America. C'est la filiale américaine de la FN Herstal, fer de lance de l'industrie wallonne de l'armement. Le lien entre l'attaque de Kunduz et la Wallonie est fait. Nous examinons ensuite plus en détail les armes utilisées. Il s'agit de ce qu'on appelle un pod, un système de mitrailleuse qui tire près de 400 coups par minute. Il est spécialement conçu pour être placé sur les flancs des hélicoptères. Et c'est bel et bien la FN Herstal qui les fabrique. Une entreprise qui, rappelons-le, est détenue à 100% par la région wallonne. Il faut maintenant déterminer ce que sont devenues ces armes. En 2021, Kaboul est tombé. Les Américains ont quitté l'Afghanistan en laissant une partie de ces armes derrière eux. Et l'on va découvrir avec stupeur qui les contrôle aujourd'hui. On a trouvé ceci qui est assez intéressant. Cette photo qui date probablement de la chute de Kaboul. Les talibans ont clairement mis la main sur ces hélicoptères et leurs mitrailleuses wallonnes. Mais notre enquête va aller encore plus loin. Nous retournons à notre fameuse vidéo officielle de l'agence de presse afghane. Un nouvel élément nous saute aux yeux. Une cérémonie d'intronisation de pilotes d'hélicoptères célébrant la fin de leur formation. Et donc ils étaient tous là pour promouvoir le nouveau programme de formation des pilotes de l'armée afghane qui s'entraînent donc sur ces nouvelles machines. Non seulement les talibans contrôlent ces hélicoptères, mais ils ont aussi appris à les piloter. C'est un des soldats formés, mais pas son écusson. En tout cas, on voit que c'est un écusson de l'armée de l'air. En tout cas, là, il est sur le tarmac, le 15. Et il a reposté des images de l'agence nationale le 15. Nouvelle photo de profil, et c'est la date de son intronisation comme nouveau pilote. Donc là, effectivement, là, on avait un doute tout à l'heure. Maintenant, ça semble assez clair. Hein. Oui, tout à fait. Face à ces découvertes, nous décidons de contacter la FN Herstal. Malgré notre insistance, elle refusera toute interview. Elle se contentera d'une réponse par email en quelques phrases. Il n'appartient pas à la FN de commenter la nature du matériel livré aux États membres de l'OTAN, ni les interventions militaires potentielles au cours desquelles ces équipements auraient été utilisés. Nous rappelons qu'aucun équipement ne quitte notre entreprise sans l'octroi préalable d'une licence d'exportation par les autorités compétentes. Ces licences d'exportation sont délivrées par la Wallonie. Elles doivent garantir le contrôle des livraisons d'armes et sont censées éviter qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Voici un exemple d'une de ces licences. On y trouve d'abord une liste d'éléments clés, le type de matériel, les quantités concernées et le pays vers lequel ces armes sont exportées. On y trouve ensuite une seule et unique signature, celle de l'acteur central du dossier, le ministre-président wallon. C'était le PS Elio Di Rupo jusqu'en juillet, c'est à présent le MR Adrien Dolimon. Vu les enjeux de ce commerce des armes, le ministre-président ne prend pas seul la décision de signer. Pour les dossiers dits sensibles, il est censé s'appuyer sur les recommandations d'une commission d'avis. Mais vous allez le voir, c'est là où apparaît un certain flou. Cette commission est composée de 6 experts en commerce international, en relations diplomatiques et en armement. Ils doivent surveiller l'application du décret wallon sur les armes qui insiste notamment sur le respect de la paix et les droits humains, mais aussi la stabilité politique dans le pays où elles doivent être envoyées. En résumé, ils doivent faire la balance entre d'une part les intérêts stratégiques et économiques de la Wallonie et de l'autre, le respect des droits humains. En théorie, tout cela a l'air bien rodé, mais en réalité, c'est un peu différent. C'est en tout cas ce qu'un témoin privilégié du travail de cette commission nous a confié. L'enregistrement en studio de cette conversation téléphonique a été rejoué pour préserver son anonymat. Quand on regarde les travaux de la commission, on a l'impression que son fonctionnement consiste à ne pas regarder dans la bonne direction.
Entre intérêts économiques et droits humains, pour moi, la balance se trouve très clairement du côté des intérêts économiques. Je dirais que la priorité des priorités, c'est l'économie et qu'ensuite, il y a le respect d'accords de type géopolitique. Et en troisième lieu, arrive alors la question des droits humains. Mais là, le problème, c'est qu'on n'en tient compte que quand le massacre est déjà en cours. À ce moment-là, on dit qu'il ne faut pas livrer des équipements, mais souvent c'est trop tard. Mais notre témoin va plus loin. Il doute carrément de l'impartialité des membres de la commission. On ne peut pas véritablement parler de membres indépendants. L'essentiel, pour ne pas dire la totalité des membres de la commission, sont proches ou identifiés comme proches à des intérêts politiques ou des intérêts de l'industrie. Certaines informations qui concernent l'octroi des licences d'exportation sont parfois connues de l'industrie avant même que le ministre-président ne soit au courant du résultat des délibérations de la commission. Ce qui pose la question des fuites vers l'industrie. Ce témoin trouve également que les avis vont trop souvent dans le même sens. Le ministre-président n'hésite pas à dire quand la commission d'avis rend un avis négatif qu'il suit cet avis. Mais le problème, c'est que la commission d'avis rend des avis positifs dans pratiquement tous les dossiers. Il y a quelques exceptions, mais dans 99% des cas, elle est là pour soutenir l'autorité politique, valider et légitimer le choix qui va être le choix politique par après. Pour moi, cette commission, c'est une sorte de dispositif qui sert à légitimer les décisions du ministre-président. Les accusations que nous venons d'entendre sèment le doute sur le contrôle réellement exercé par le gouvernement wallon sur ces exportations d'armes. Le risque de les voir se retrouver entre de mauvaises mains semble important. Plusieurs experts que nous avons consultés nous ont dirigés vers un cas bien précis. Nous décidons de partir pour les Balkans, et plus exactement, le Kosovo. Dans cette région, les armes parlent encore régulièrement. Tout a commencé en 1998. À cette époque, cette petite région fait partie de l'ex-Yougoslavie. Les Albanais affirment être opprimés par le gouvernement et veulent plus d'autonomie. Les Serbes veulent les en empêcher. Il y a des combats sanglants et un début de nettoyage ethnique. L'OTAN intervient aux côtés des Albanais contre les Serbes. Elle impose une forte autonomie du Kosovo et en 2008, le pays devient indépendant. Mais le conflit menace régulièrement de reprendre. Nous commençons notre voyage à Pristina, la capitale du Kosovo. Dans cette ville de 200 000 habitants, tout est calme. Mais dès qu'on se rend plus au nord, la situation est nettement plus tendue. C'est en tout cas ce que va nous expliquer cet homme. Il s'appelle Veton Elshani, c'est le chef de la police de Mitrovica. Et il va nous démontrer que les risques de conflits armés dans la région sont bien réels. À bord de son 4x4, nous traversons des quartiers serbes. Il attire notre attention sur des graffitis, des marques de soutien à la Serbie et à la Russie de Vladimir Poutine. Vous voyez ceci? Vous voyez le mur là? Ça a été fait quand les militaires sont venus au Kosovo. Et vous voyez ce Z là? C'est un signe qui montre que les gens ici, les groupes politiques, sont favorables à la propagande et au discours russe. Au Kosovo, les Albanais sont soutenus par l'OTAN. Les Serbes, eux, ont le soutien de la Russie. Et ces tensions internationales se transforment en échange de coups de feu. On meurt encore au Kosovo. Quand mon officier de police a été tué, nous nous sommes rendus sur place. Des unités de police y sont allées, la police des frontières, les unités spéciales. Sur les drones, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de voitures et des gens armés. C'est là que nous avons compris qu'il s'agissait de personnes qui avaient une expérience militaire. Quelques virages plus loin, nous arrivons où tout s'est passé, il y a 18 mois. On y est, c'est le pont ici. Oui, c'est le pont. C'est ici, à Banjka, que les policiers kosovars sont tombés dans le piège tendu par les paramilitaires serbes. On peut apercevoir ces assaillants sur ces images de drones prises par la police entre deux assauts. On distingue clairement leurs fusils mitrailleurs et leurs lance-roquettes. Ils avaient visiblement l'intention de mener une opération de déstabilisation du Kosovo, les armes à la main. Et certaines d'entre elles sont liées
à l'industrie wallonne. Et ici, c'est l'endroit où le policier est décédé? Oui, sans doute ici, et c'est de là que l'explosion est venue. Et il y avait des gens là aussi, ils se trouvaient à une distance très proche. La route où s'est déroulée l'attaque porte désormais le nom du policier tué, Afrim Bunjaku. Ok, merci. Merci. Merci pour les explications, c'était très clair. Nous décidons d'aller voir la famille. Le village où elle habite est quelques kilomètres plus loin. Grâce à une journaliste locale, nous retrouvons son oncle. Il nous conduit dans la maison d'Afrim. Sa veuve est là, mais submergée par le chagrin, elle refusera de nous parler. Finalement, c'est l'oncle d'Afrim qui nous parlera avec un mélange d'affection et d'admiration pour celui qu'il considère comme un héros. La famille a vécu un véritable drame ce jour-là. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'était très éprouvant psychologiquement. Ça a été un véritable choc pour nous tous. C'est déjà terrible de perdre un membre de sa famille, mais encore plus quand il meurt de cette façon-là. Quel est le lien entre le décès de ce policier, les milices serbes et les armes wallonnes? Pour le trouver, nous allons analyser de près ces images de la police kosovare. L'arsenal abandonné par les assaillants serbes est impressionnant. Mitrailleuses, obus de mortier, grenades, véhicules. Mais ce qui va particulièrement attirer notre attention, c'est ceci. Des munitions de calibre 7,62. Elles vont nous mener tout droit à l'industrie wallonne de l'armement. Nous entrons en contact avec Sacha Dragojlo, un journaliste d'investigation serbe. Il a remonté la piste de ces munitions 7,62 trouvées à Banjka. L'élément le plus intéressant, c'était ces munitions de fusil d'assaut de 7,62 par 39 mm. Nous avons analysé les références sur les balles. Elles indiquent clairement qu'elles ont été produites en 2022 et que le producteur est l'usine Bellum. L'usine Bellum, la voici. C'est un important fabricant d'armes serbe près de Belgrade. Et précision qui aura toute son importance, elle fabrique les fameuses cartouches de fusils mitrailleurs sur ces machines-outils vendues par l'entreprise wallonne New La Chaussée. Ces balles ont été produites par des machines New La Chaussée. En fait, ce sont les mêmes machines que celles vendues par l'entreprise wallonne à la société serbe. C'est clair, c'est le même calibre. Nous avons évidemment cherché à confirmer ces éléments. Nous sommes parvenus à nous procurer un contrat signé par Bellum et l'entreprise wallonne. Les confirmations sont là. Les machines livrées et les munitions qu'elles permettent de fabriquer concordent en tout point. Reste à déterminer comment ces machines et les munitions qu'elles ont fabriquées se sont retrouvées dans les mains de ces paramilitaires serbes. Pour répondre à cette question hautement politique, nous rencontrons le ministre kosovar des Affaires intérieures. Il rappelle immédiatement le risque de guerre civile. Si ce groupe terroriste avait réussi son plan, il aurait annexé une partie du territoire de la République du Kosovo, ce qui représenterait l'équivalent de 17% du territoire du Kosovo. En envahissant notre pays, ils ont voulu imiter ce que la Russie a fait en 2014 avec l'invasion de la Crimée. Et lorsqu'on lui parle des machines de New La Chaussée, il adresse un message très direct à la région wallonne. Vendre des armes, ce n'est pas juste une question financière. Il y a aussi des enjeux politiques très importants. Il faut bien se rendre compte que soutenir des éléments de déstabilisation dans une région comme les Balkans, une région qui, quelque part, fait partie de l'Europe, c'est prendre le risque de créer à terme de l'instabilité dans toute l'Europe. Message reçu côté wallon, et pourtant, on ne change rien. Malgré l'attaque de Banjka, malgré l'utilisation de munitions,
les autorités ont autorisé l'envoi de nouvelles machines, Nula Chaussée, en Serbie, en décembre 2023. Moins de 3 mois après l'attaque qui a coûté la vie au policier Afrim Bunchako. Nula Chaussée a refusé de répondre à nos questions face caméra. On devra se contenter de ces quelques lignes. Cette attaque ne peut qu'être condamnée sans réserve. À la lumière de ces éléments, Nula Chaussée a sollicité l'entreprise Bellum en vue de vérifier le respect des conditions d'utilisation des machines de production exportées. Pour l'heure, Nula Chaussée n'a pas obtenu de réponse à cette sollicitation. Nous sommes de retour dans notre atelier. Objectif : explorer avec nos experts la face cachée d'un conflit plus brûlant encore, Israël et le Moyen-Orient. Ok les gars, c'est le deuxième jour de notre atelier. On va commencer par un rapide briefing. Commençons par Israël. En fait, nous avons divisé les pistes de travail en 2 parties pour la livraison des F-15 à Israël. Depuis 2009, la Belgique et la région wallonne ont adopté une position de principe concernant Israël et son implication dans le conflit du Moyen-Orient. Il est interdit d'y envoyer du matériel militaire qui contribuerait à son effort de guerre. Ça, c'est pour les beaux principes. Mais nous allons voir qu'en réalité, c'est moins clair. Nous allons nous focaliser sur une arme essentielle au cœur des guerres modernes, l'avion de chasse. En particulier le modèle F-15, très répandu dans l'armée israélienne. Un avion de combat moderne, c'est un véritable puzzle composé de milliers de pièces. Aucune société wallonne n'est capable de construire un appareil en entier, mais certaines d'entre elles fournissent des pièces cruciales sur certains modèles. Nous allons tenter de voir si c'est le cas des F-15 israéliens. Sur ces sites internet, non, ni l'un ni l'autre. Ok, essayons avec les numéros de série alors. Le premier élément qui attire notre attention, c'est cette vidéo. Elle est publiée sur le site web de General Electric Aerospace, une entreprise américaine. Elle y explique qu'elle fabrique les moteurs des F-15. Nos experts plongent plus en profondeur dans le site web de l'entreprise. Un élément les interpelle, c'est communiqué de presse de General Electric. Elle y présente tous ses partenariats avec des entreprises qui lui fournissent des pièces pour fabriquer des moteurs d'avion. Un nom nous saute aux yeux, Safran Aero Boosters, une entreprise wallonne située à Herstal. La piste semble sérieuse. Sur le site Safran Aero Boosters, on trouvera la confirmation que les pièces qui quittent Herstal pour les États-Unis sont bel et bien installées dans les moteurs des F-15 israéliens. Et sans ces pièces, ces avions ne voleraient pas. Ce ne sont pas des armes qui servent à tuer, comme un missile, comme un fusil d'assaut, comme un char d'assaut. Ça, on le voit d'emblée que c'est quelque chose d'évident. Mais un char d'assaut sans moteur, ça ne sert pas à grand-chose. Un avion de combat sans moteur, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Le réacteur, en fait, c'est une pièce critique sur un avion de combat. C'est ce qui permet à l'avion de voler, c'est ce qui permet de lui assurer sa manœuvrabilité, sa supériorité. Et en fait, le réacteur aussi, c'est ce qui s'use le plus. C'est soumis à d'énormes forces de pression. Vous avez besoin d'une maintenance et d'une maintenance tout au long du cycle de vie de l'appareil. Nous avons maintenant la preuve que des pièces de Safran Aero Boosters équipent ces F-15. Reste à voir si ces avions sont engagés pour faire la guerre au Moyen-Orient. Donc c'est quoi le programme pour aujourd'hui? Nous allons essayer de retrouver des traces de ces avions et documenter leur implication dans les opérations en cours. Notre équipe commence à pister les F-15. Nous trouvons assez facilement des images récentes d'attaques aériennes sur la bande de Gaza et au sud du Liban. On explore ensuite les réseaux sociaux. On y découvre des conversations entre pilotes israéliens en mission au-dessus du Liban. À part des éléments officiels de l'armée israélienne, on essaie d'accéder aux pages personnelles sur les réseaux sociaux des pilotes, des ingénieurs, des membres d'équipage ou de toute personne qui soutient l'ensemble de la chaîne pour savoir où se trouvent les bases qui rendent possibles les vols et les bombardements. Mais pour éviter tout doute, nous recherchons d'autres preuves encore. Nous partons de documents officiels de l'armée israélienne qui donnent le nom des bases d'où partent les avions
qui bombardent le Liban et Gaza. On essaie de vérifier s'il s'agit bien de la base aérienne d'Hatzerim. J'essaie de trouver l'endroit précis sur la base ou peut-être ailleurs. Je cherche un hangar de forme arrondie et de cette couleur. Ces recherches nous permettent de retrouver des vidéos de F-15 en plein décollage pour une mission de bombardement. Pour nos experts, la démonstration est claire. La Wallonie viole ses propres règles d'exportation d'armes. Je ne sais pas si c'est en connaissance de cause ou pas, mais si les autorités ont mis en place une interdiction en 2009 disant que plus aucun matériel militaire belge ne sera envoyé en Israël, cette mesure est un échec. Elle n'est pas du tout efficace. D'autres experts vont plus loin. Tout cela montrerait que lorsque l'économie et les bénéfices des ventes d'armes heurtent le respect des droits humains, la Wallonie préférerait détourner le regard. C'est facile de ne pas le voir, surtout si on ne veut pas le voir, parce que c'est un contrat qui court depuis très longtemps. C'est un contrat qui est renouvelé de manière systématique. Donc si personne n'attire l'attention spécifiquement des autorités wallonnes sur l'existence de ce contrat et des risques que cela fait courir à travers une pièce de moteur sur l'utilisation des F-15 au sud Liban, dans la bande de Gaza ou éventuellement en Cisjordanie, la région wallonne n'a pas véritablement grand intérêt à ouvrir la boîte de Pandore. Nous avons sollicité la réaction de l'entreprise Safran Aeroboosters. Elle nous a répondu ceci par email. Safran Aeroboosters livre la pièce dont il a la responsabilité à son client américain, en conformité avec les réglementations export-contrôle belges et américaines. Ce qui frappe dans ce dossier Israël, c'est la complexité de ce marché des armes. Une pièce fabriquée en Wallonie se retrouve aux États-Unis dans un avion israélien qui bombarde le Liban. Pas facile à suivre. Pour les experts, cette complexité favorise les dérives. Et il n'existerait qu'une façon de les combattre, la transparence. C'est en tout cas le point de vue des ONG qui s'intéressent de près aux armes wallonnes, comme Amnesty International. En fait, ce qu'on a aujourd'hui comme outil pour suivre de manière officielle les pratiques wallonnes en matière de vente d'armes, c'est un rapport annuel. Un rapport donc, qui est publié chaque année et qui en fait fait le bilan des licences d'exportation qui ont été octroyées par le ministre-président de l'année écoulée. Et ce qu'on constate, c'est non seulement que ces rapports ne sont d'abord qu'annuels, donc c'est des rapports qui ne sont pas fréquents. Ils sortent souvent de manière très tardive, souvent près d'un an, voire plus d'un an après la période écoulée que les rapports sont rendus publics. Nous sommes au Parlement wallon. Pour répondre aux critiques d'Amnesty International, nous avons rendez-vous avec un député qui, justement, est censé s'occuper de cette transparence du marché des armes. Nicolas Tsanetatos est le président de la sous-commission armes. 5 députés en font partie. Ils se réunissent 3 à 4 fois par an et peuvent poser des questions au ministre-président qui, rappelons-le, autorise les exportations d'armes. Les 4 rapports quadrimestriels, eux, ne sont pas publics. Et donc, ils sont analysés sous le contrôle du greffe, des services du greffe, par les parlementaires et un membre de l'équipe parlementaire. On en discute à huis clos. On pose toutes les questions que l'on souhaite poser. Mais toutes les informations qui sont sensibles et qui doivent être gardées secrètes, eh bien, ne sont évidemment pas divulguées par le ministre-président. Ce qui nous frappe dans ce discours, c'est que d'emblée, Nicolas Tsanetatos explique que le contrôle de la sous-commission est limité. La sous-commission analyse les rapports qui tracent les licences d'exportation de l'année précédente, généralement, parfois même 2 ans avant. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent que la sous-commission peut être considérée comme le carabinier d'Offenbach, puisqu'on arrive après que les licences aient été délivrées. Mais ça permet tout de même un contrôle démocratique et une certaine transparence dans la mesure où on sait ce qui a été fait, on ne le cache pas. Mais pour Amnesty International, ce n'est pas suffisant pour assurer une vraie transparence. L'ONG souligne par exemple qu'il est souvent très difficile de savoir où aboutissent les armes et les équipements, de savoir qui est le destinataire final. En 2020, le premier client des armes wallonnes, c'est le Canada, de très loin. Or, il s'agissait essentiellement de tourelles de blindés exportées par John Cockerill, donc depuis Seraing vers le Canada, qui étaient montées sur des blindés au Canada
puis exportés en Arabie Saoudite, mais le rapport ne parlait pas de l'Arabie Saoudite, mais uniquement du Canada, ce qui montre quand même un grand problème en termes de transparence. De certaine manière, on cache une information essentielle, donc est-ce que c'est fait à dessein? On peut le supposer en tout cas. On l'a bien compris, il n'est pas toujours facile de déterminer où vont les armes wallonnes, car le client annoncé n'est pas toujours l'utilisateur final. Plutôt pratique quand il s'agit d'un pays qui ne respecte pas les droits humains. Pour y voir plus clair dans ces méthodes, nous allons lancer notre équipe d'experts sur un dernier cas concret. Prenons celui déjà cité par Amnesty International, John Cockerill, une entreprise d'armement de seringues qui exporte en Arabie Saoudite. Premier indice, cette vidéo. L'autre projet que nous présentons aujourd'hui est une tourelle. Il s'agit d'un système de 25 mm pour un homme seul qui, selon nous, intéressera les forces armées saoudiennes. C'est le directeur marketing de l'entreprise John Cockerill qui parle. Il est dans un grand salon de l'armement et il explique, image à l'appui, qu'il vend des tourelles de blindés en grande quantité. Nous comptons près d'1 millier de tourelles et de systèmes d'armes en service dans les différentes forces saoudiennes, tant pour la garde nationale que pour le ministère de la Défense et la garde royale. Le problème, c'est que ces dernières années, l'Arabie Saoudite s'est fréquemment retrouvée à la une de l'actualité, et pas toujours en bien. Des ONG lui reprochent d'attiser la guerre civile qui ravage le Yémen depuis 2014 et qui a déjà fait 400 000 morts en y envoyant des armes. Ces violations des lois internationales font bien des remous en Belgique. En 2020, le Conseil d'État a suspendu des licences d'exportation de 3 entreprises wallonnes vers l'Arabie Saoudite, dont John Cockerill. Dans la foulée, le gouvernement wallon décide d'interrompre les exportations d'armes vers ce pays. Mais ce qui va étonner nos experts, c'est que l'entreprise John Cockerill ne semble pas souffrir de cette suspension. On a remarqué que John Cockerill, il fait clairement la promotion de son nouveau matériel. Nos experts vont mettre au jour un système où John Cockerill semble s'être adapté subtilement à la nouvelle donne wallonne. Nous renforçons notre présence ici pour pouvoir soutenir localement ces systèmes à l'avenir, y compris la fabrication de pièces détachées, de composants électroniques et d'autres éléments nécessaires au maintien de la flotte actuelle. Il y a beaucoup de ce que l'on appelle la maintenance des véhicules existants. Mais on constate aussi que le développement et la production se déplacent vers l'Arabie Saoudite. Il suffit de voir l'implication de John Cockerill, sa filiale, et la co-entreprise qu'elle a créée avec les industries militaires saoudiennes. Cette usine produira les tourelles directement sur place. Plus besoin de licence d'exportation. Si on regarde ça du point de vue des droits humains ou du principe de vérification, ce qui est une obligation légale, on peut sérieusement se demander si ça a été fait correctement dans ce cas-ci. Parce que toutes les violations des droits humains et du droit international humanitaire de l'armée saoudienne restent présentes, quel que soit l'endroit où le matériel est produit, que ce soit en Arabie Saoudite ou en Belgique. Mais au-delà de ces violations des droits humains, cette méthode saoudienne employée par John Cockerill représente aussi un risque pour l'avenir de l'industrie de l'armement wallonne. Ça implique aussi de faire venir donc sur site des techniciens qui savent faire fonctionner ce genre de choses, avec une fuite des cerveaux en col bleu, des gens qui vont venir aider les Saoudiens à faire fonctionner ces équipements, ces chaînes de montage, à les réparer aux besoins, et puis qui vont aider à une forme d'innovation dans cette matière-là aussi pour que les gens arrivent, les Saoudiens arrivent sur place à produire leurs propres équipements. Autrement dit, John Cockerill ne vend plus des armes, mais un savoir-faire et les emplois qui l'accompagnent. Cette fuite des emplois inquiète les syndicats. Comme syndicaliste, on est toujours fâché quand de l'emploi est délocalisé, surtout qu'il y a vraiment un savoir-faire au niveau wallon. Il y a des compétences qu'il faut prolonger, qu'il faut continuer,
Mais en même temps, quand on voit ce qui s'est passé avec John Cockerill, c'est effectivement un problème pour la Belgique, puisque ces armes auraient dû être développées et produites chez nous. Nous aurions aimé interroger la direction de John Cockerill sur cette manière de faire, mais l'entreprise refusera de répondre à nos questions. Notre enquête a démontré l'incroyable complexité du marché des armes wallonnes. Difficile de voir qui les achète, de déterminer qui s'en sert finalement et de s'assurer du respect des droits humains. Pour éviter tout cela, on pourrait s'attendre à ce que la région wallonne renforce la transparence et le contrôle des exportations. Mais elle ne semble pas prendre cette direction. Comme le montre cette déclaration du tout nouveau ministre de l'économie sur nos antennes radio en septembre dernier. On a des entreprises qui sont un fleuron en Wallonie. Il faut assumer l'AFN, il faut assumer John Cockerill et des tas de PME qui vivent dans l'écosystème de la défense. Mais c'est pas en étant frileux ou en ayant des états d'âme, alors que d'autres pays voisins, par exemple, ou même sur la scène internationale, n'en ont pas. On ne doit pas être plus catholique que le pape. Et je rappelle, M. Gadisseux, que la défense, le secteur de la défense, c'est d'abord pour protéger nos concitoyens. Parce que on va trop loin. On met trop de contraintes à notre écosystème et à nos entreprises. Et donc, c'est une concurrence tout à fait déloyale. Et qui a les marchés? Ce sont des entreprises internationales ou même européennes de nos pays voisins. Nous avons évidemment demandé au ministre compétent de réagir aux éléments troublants soulevés par notre enquête. Mais toutes nos demandes d'interview seront refusées. Vu la sensibilité des dossiers que nous traitons, nous ne souhaitons pas les commenter, que ce soit oralement ou par écrit. Nous ne ferons donc aucun commentaire, ce qui n'est ni une confirmation, ni une infirmation de vos conclusions. Nous devrons donc nous tourner vers nos experts en armement. Ils ne partagent pas cette vision d'une Wallonie trop sévère sur le dossier des exportations d'armes. On va toujours trouver quelqu'un qui est prêt à faire un espèce de dumping moral et législatif et à niveler les exigences par le bas. La question à se poser, c'est est-ce que la région wallonne veut participer de ce nivellement par le bas et de dire on peut vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui, peu importe les circonstances d'utilisation des armements. Non, on a le droit aussi de se doter d'exigences plus élevées, comme le font d'autres partenaires européens, d'autres alliés européens, les pays scandinaves, l'Allemagne, l'Espagne qui a réagi très vite dans le cadre des exportations à Israël par exemple. Dans les prochains mois, le gouvernement wallon va devoir une nouvelle fois trancher entre les enjeux économiques du marché de l'armement et le respect des droits humains. Des sommes énormes sont en jeu, des vies humaines aussi. Pourtant, rien ne semble annoncer des mesures qui permettraient d'éviter les dérives dévoilées dans cette enquête.